Je vais vous dire, nous on arrive du Haut-Doubs. Il n'y a pas des montagnes comme ça avec mes parents. Je suis arrivée à Grésy, j'avais 16 ans. Je me rappellerai tout le temps. On est arrivé au pont de Grésy. Mes parents étaient venus, ils connaissaient. Ils venaient à la fruitière. Ils venaient faire les matales. On arrive au pont de Grésy. Ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi, qui tourne la tête, puis qui dit « Maman, c'est le bout du monde ici. On ne peut pas aller plus loin. » On n'avait jamais vu ces montagnes. Je ne sais même pas si elle pleurait pas parce qu'elle dit « Mais on part comment après d'ici ?» Il faut faire avec ce qu'on a. C'est pentu, c'est pas de notre faute. C'était déjà comme ça avant. Combien d'accidents de voiture vous avez déjà vu au bord de la route? Quelques-uns. Et vous prenez toujours la voiture? Bah non, ça fait partie des chutes de pierre en montagne. Je l'ai toujours accepté comme normal. Pourquoi? Parce que je connaissais Grésy. J'y étais venue en vacances avec mes parents, puisque mes parents étaient en Bresse. Hein, bon. Quand mon mari a dit non, aller en Bresse, non, pour lui les montagnes du Mâconnais, c'était des taupinières. Hein? Bon, eh ben on va à Grésy, puis voilà, puis on se débrouille. Je veux dire, on est en montagne, c'est des choses qui arrivent. On s'attend à ce que ça nous tombe dessus. Hein. Il n'y a pas de souci. Il faut la laisser faire ce qu'elle veut, puis on va voir ce qui reste. Il y a les pièges à cailloux, là, mais bon. Je pense que c'est une bonne chose qu'on les fait. D'une part, ça permet de sécuriser un peu les gens. Et puis, c'est pas tout qui va tomber d'un seul coup. Quand c'est des petits cailloux, enfin, des gros rochers. Mais le jour où il va y avoir un plan comme le granier, bon, ben, c'est pas la digue par la pierre qui va arrêter. Ah, ça arrêtera pas, c'est sûr. Il y a un pan de la montagne qui peut se coucher. C'est déjà arrivé. La montagne, là, il n'y a pas beaucoup d'arbres que j'ai pas touchés. Hein. Mais bon, je me posais de questions vis-à-vis des cailloux. Bon, je fais gaffe quand pas en faire rouler parce que s'il y a quelqu'un dessous, c'est tout. Hein. Tout le monde ici, c'est qu'il y a des cailloux qui tombent. Hein. Et de tout temps, il y en a eu. Et puis voilà. Hein. Puis c'est pas, ça s'arrêtera pas comme ça. Hein. Tant que ça ne sera pas nivelé. Puis ça ne m'empêche pas de dormir. On a même mis la chambre du côté où les pierres peuvent arriver. Alors. On a la montagne derrière nous. On voit bien qu'il y en a des rochers qui sont descendus. Elle n'est pas arrivée dans la maison, tant mieux. Ma fille qui est là-haut, quand ça pleut beaucoup, elle va voir. Hein, puis elle prend une vidéo s'il faut. La maison elle tremble, ça fissure. On sait qu'un jour ou l'autre, ça va tomber. Hein, Est-ce qu'on doit avoir peur de quelque chose qui est arrivé? Qui est en train d'arriver. Oui, mais qui est arrivé, c'est fini, l'avalanche, elle est là, elle est arrêtée. Bon, ben c'est fini, hein. C'est évident, c'est normal. On vit avec le risque, et puis voilà, hein. Où il y aura une crue, il y aura une crue. Même avec les travaux qu'ils ont fait en haut, ça limite pas l'ampleur des crues, ça les régule un peu. Bon, ça c'est la vie. Puis quand on habite en montagne, il faut accepter qu'il y a une chance sur quelques milliards qu'on se fasse cartonner dans sa salle de bain, même à côté de l'église, quoi. La montagne, c'est pas la plaine, hein. C'est plus dangereux, quoi. C'est sûr. Quand on est dans un pays de montagne au pied de falaise, il faut s'attendre qu'un jour il y en a un morceau qui tombe, hein, parce qu'il y a le gel, parce qu'il y a la pluie, parce qu'il y a les arbres. Attendez, vous habitez quelque part, il faut quand même savoir un peu ce qui risque de se passer, quoi. Souvenir. Ce qui revient à l'esprit des expériences passées. La mémoire est faite de souvenirs. Risque majeur. Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, d'occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. Il y a des choses qu'on oublie. Et d'autres qui s'accrochent à nous. Elles reviennent sans en prévenir, au détour d'une phrase, d'une odeur, d'un silence pesant. Par bribes, par frissons, par éclats, par lueurs. Un parfum dans l'air, un ciel trop calme, une fissure dans la parole. Et tout remonte.
Ce sont les souvenirs, des morceaux de vécu qui traversent le temps. Des images d'hier qui percent aujourd'hui. Parfois, ce sont des voix, un cri dans la nuit, le grondement lointain d'une rivière qui déborde. Des pas dans la boue, un téléphone qui sonne, puis nuit noire. Être voisin du risque. Être un risquerin, développer des connaissances, une conscience. Un regard. La mémoire du risque, ce n'est pas seulement l'histoire des catastrophes. C'est ce qu'il en reste dans les têtes, dans les gestes, dans les peurs transmises sans mots, dans les anniversaires que personne ne célèbre vraiment, dans les processions oubliées, les histoires effacées. C'est ce qui se dépose dans les villages qu'on reconstruit, dans les murs qu'on repeint, dans les regards qui savent. Ici, on tend l'oreille. On écoute celles et ceux qui en ont encore quelques-uns des souvenirs. On récolte ce qui aurait pu être perdu, les frémissements, les larmes, les silences, les sourires. On recueille aussi les savoirs, les leçons, ce que l'on ne dit pas toujours dans les rapports ou les bulletins d'alerte. Car prévenir, c'est aussi raconter. C'est faire vivre la mémoire pour qu'elle devienne culture. La culture du risque, c'est la mémoire éveillée du feu. C'est ce souffle collectif qui sait que chaque pas peut frôler l'abîme et qui pourtant avance, éclairé par la conscience lucide du vent, du sol et des cieux. C'est une danse entre vigilance et audace, où chacun porte en lui l'écho des tempêtes passées et la promesse d'un avenir plus sûr. C'est l'art discret de voir l'invisible, de lire les signes dans les craquements du bois, dans les murmures des rochers, dans la latence de l'air. Elle est cette lumière que suivent les marins aux mains tremblantes mais entraînées, celles qui apprennent à apprivoiser l'incertain sans jamais prétendre l'étreindre. Nous partons en voyage. Nous partons enquêter dans la mémoire des lieux, dans les souvenirs des corps, là où l'émotion imprime la rétine et le cœur, plus incarnés peut-être que la froideur des chiffres. Là où le risque ne se dit pas seulement en courbe, mais en tremblement, en récits, les leurs, ceux des habitants que nous avons rencontrés. En songe, les nôtres, qui se sont formés au gré des rochers, des balades dans le lit de la Lavanche ou sur la crête des mots partagés. Nous n'avons rien modifié. Nous avons brodé, amplifié, nous avons tiré la poésie du commun, pour parler de ce qui a failli basculer, de ce qui tend, de ce qui perdure. De ce qui est resté tapis, de ce qui, un jour, a cédé, et de ce que l'on doit transmettre pour ne pas oublier, pour prendre conscience. Bienvenue dans Souvenirs majeurs, un podcast qui explore les traces invisibles, les voies enfouies et la manière dont on apprend à vivre avec ce qui pourrait arriver. Il y a des choses qu'on oublie, mais on peut s'en souvenir ensemble. Moi, ce que j'en sais, c'est ce que ma mère m'a raconté. Formidable coulée de boue, de notre correspondant particulier. Du haut de la montagne, boue et rochers, village envahi, héroïque sauveteur. Albertville, 11 juillet 1902. Une catastrophe qui rappelle celle de Saint-Gervais s'est produite hier vers 2h de l'après-midi, à Grésy-sur-Isère. Une formidable coulée de boue est descendue de la montagne en suivant le cours du torrent de la Lavanche, détruisant tout sur son passage. En amont de Grésy-sur-Isère, la coulée qui charriait des rochers énormes sortit du lit de la Lavanche et s'étendit sur les deux rives, puis, arrêtée par des rochers, prit la direction de Grésy. La panique était vive et la commune paraissait perdue lorsque le barrage céda. Le torrent boueux se dirigea alors sur le village de Villard-de-Montailleur. De courageux citoyens courent en avant prévenir les habitants de la localité, qui s'enfuient en toute hâte sur un mamelon voisin, emmenant leur bétail affolé. La masse arrive sur le village. Après avoir enlevé comme un fétu le pont de fer établi sur le lit du torrent. Les rochers sont arrêtés par un barrage qui se forme naturellement. Mais la vase envahit les cours, les maisons, atteignant une épaisseur de 2 mètres. 3 personnes n'avaient pu prendre la fuite. Monsieur Charles Doux, âgé de 80 ans, sa femme, 81 ans, et une dame de Grésy. Les 2 femmes étaient déjà englouties jusqu'aux aisselles lorsque des gens d'un rare courage, messieurs Claude Pageant, François Paluel, Philibert Droge, Joseph Grillet et le caronnier Provent, se précipitent et réussissent à les sauver. Il y avait les plaques de verre qui restaient. Je savais que je ne les avais pas jetées. Et je suis tombée dessus. Et voilà. Donc Alain les a récupérés et puisqu'on voit bien 2 rochers, un gars de dos. Les blocs qui sont descendus étaient bien toujours là. Donc voilà, il y a cette photo. Alors je n'ose pas retourner parce qu'on voit les maisons là.
et c'est pris d'en face. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont des documents de l'époque. Ah ben ça... Les photos, c'est pas tellement compliqué. Hein. C'est donc l'oncle à ma mère, le frère de ma grand-mère qui avait fait, à l'époque, il était ingénieur des arts et métiers. Donc il était au fait des technologies qui se développaient, quoi. Donc voilà. Et donc il a fait de la photo, il n'a pas dû en faire longtemps. Puisque là je connais, pas beaucoup de photos, puis ma mère en a pas beaucoup non plus d'ailleurs de ces photos. Le village de Villars est complètement isolé à l'heure actuelle. La route qui y conduit est recouverte de plus de 5000 m3 de gravier et d'énormes rochers. Les dégâts sont énormes. Le petit village de Grésy-sur-Isère. Le petit village de Grésy-sur-Isère. La maison tremble. L'orage. Attend dans une étouffante chaleur l'orage qu'il sent proche. Tout à coup, un sourd grondement. La maison tremble et les profanes parlent du tonnerre. La rue principale n'est plus qu'un cours d'eau sur lequel s'établissent des ponts de fortune. Dans un ruisseau qu'on pouvait ce matin traverser à gué, roule maintenant un torrent de boue et de pierres dont quelques-unes peuvent peut-être être évaluées à 3 mètres de haut. Et d'y déposer une abondante couche de Une impression de misère et de désolation. Le rude paysan de la Savoie a par bonheur la crue ne dura que quelques l'appréhension de cette nature qui sait être meurtrière. La rue principale n'est plus qu'un cours d'eau sur lequel les montagnes au sommet autour du torrent des plus copieux. Le mot lave torrentielle, il n'est jamais utilisé, sauf par les professionnels, on va dire. Les pompiers parlent de coulées de boue. Maintenant, une grosse masse qui n'est pas liée à un torrent, qui s'est imbibé et qui dégueule, c'est aussi une coulée de boue. Mais on pourrait dire aussi, c'est aussi glissement de terrain. Dans un torrent, il y a l'eau, il y a des barrages qui se forment, ça a le temps de se mettre en marmite, là ça fait la polinte, il y a suffisamment d'eau et de matériaux, et puis après ça va dégueuler. Donc là c'est de la boue, mais si on dit lave torrentielle, on emploie vraiment le mot juste, le mot géologique. Que reste-t-il de cette crue, celle de 1902 ? Des photos, des articles dans de vieux journaux. Et l'émotion, elle, s'est évaporée avec le temps. Plus vraiment personne pour la transmettre, pour raconter ce qu'elle a laissé dans les chairs, dans les pierres, dans les esprits. Et pourtant, nous sommes tombés sur une trace. Des plaques de verre du début du siècle, rangées dans une petite boîte dans le grenier. Des instants figés sur de la fragilité. Dessus, l'immensité de l'événement. Des rochers énormes et des gens qui posent comme s'ils attendaient qu'on les regarde, encore. Et derrière l'objectif, un mystère. Un homme, photographe, parti à la guerre et mort pour la nation. Nous l'avons imaginé. Il est devenu un personnage, un passeur, un gardien de la mémoire. Alors, nous avons tiré le fil. Et si il avait à Grésy-sur-Isère formé un duo avec un chasseur de sons, un homme qui écoutait les rochers. Peut-être l'avez-vous aperçu au détour d'une table ici, Collodius Adramon. Il aurait entendu ce que nous avons oublié, ce que nous ne percevons pas ou plus. Ces deux-là auraient pu s'apprivoiser, l'un captant la lumière, l'autre les vibrations. Certains rochers vibrent. Écoutez bien. Collodius aurait pu nous murmurer que les rochers parlent, que leur chute n'est pas un hasard, et qu'ils portent un message. Comme des témoins, comme ces plaques de verre, comme ces 5 secouristes dont les noms se sont effacés des mémoires. Des traces qu'on oublie, mais qu'on peut raviver. Cette crue est toujours là, sous la surface des souvenirs. La nature est là. Elle revient parfois à nos mémoires perdues. Oh, là. Oui, elle est là, la croix. C'est bien aussi un rocher qui est descendu. Et on met une croix. Peut-être qu'elle protège le village. Là où on ne croit pas. À la demande de la commune de Grésy, je me suis rendu au lieu dit la Seria pour examiner les risques de départ du bloc. L'ensemble est constitué d'un gros bloc calcaire d'environ 25 mètres cubes taillé en forme de chapelle et surmonté d'une croix en fer forgé. Quand tu étais gamin, on montait dessus, il est là, il était là. Hein. De toute façon, c'est pareil, c'est un caillou qu'ils n'ont pas remonté d'Isère. Il est venu du haut. La base repose à l'aval sur une maçonnerie de pierre, en parenthèse, calage a posteriori ou installation d'origine en bon état. Ce gros rocher ne présente pas de faille ou de ligne de fragilité identifiable. Il repose sans ambiguïté sur sa base, même si on peut constater une légère inclinaison, récente ou d'origine, vers l'aval. La pente des terrains constitués de pré à l'aval est moyenne,
Je doute qu'en cas de basculement, ce rocher ait assez d'énergie pour dévaler vers la maison d'habitation de la parcelle 137. Le bloc de la Seria, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait une messe qui se faisait. On partait de l'église, on montait là-haut en procession. J'avais encore de l'acné juvénile. Après, ça s'est arrêté. Deux types d'interventions sont envisageables. Relevé topographique de quelques points spécifiques du bloc pour éventuellement confirmer le début de basculement. Ou mise en œuvre par terrassement très simple d'une banquette propre à stopper le bloc en cas de chute rapide, ce que j'exclus a priori. Pour moi, l'homme il vit en montagne, là, donc la partie humaine, on peut pas l'enlever de nos rapports, parce qu'on sait pourquoi on vient, parce qu'il y a des hommes avec un grand H qui se sont inquiétés de choses, que ça en menace d'autres, et qu'il faut qu'on trouve une solution et aller dans ce sens-là. Donc pour moi, tant que l'homme vit en montagne, on ne peut pas ne pas lier les deux, quoi. C'est pas possible. Il faut croire que c'était un symbole et que le symbole du christianisme pouvait protéger, moi je sais pas. Cet édifice, alliance de la nature et de la main de l'homme, me semble digne de rester en place pour les générations futures. C'est pourquoi je choisirai la première solution, quitte à conforter durablement ce monument si des signes de basculement étaient mis en évidence. Albertville, 2 février 2000. C'est reconnaître que l'homme vit sur Terre. Maintenant, quand on voit comment l'état de la Terre peut être... ça prend tout son sens, quoi. La montagne, c'est exacerbé parce que c'est plus puissant, puis c'est vraiment la nature qui s'exprime complètement, c'est du brut. Faisons tout pour qu'il reste là, parce qu'il est témoin d'un grand événement et magnifique, donc voilà, gardons ça. On en est éternellement et témoin et reconnaissant, en tout cas que ça n'a pas été pire que ça. Et puis du soin, surtout que toutes les personnes qui se sont succédées aient pris pour garder ce truc-là en état. Parce que finalement, la solution, on vient avec un crawl, on balance 3 cartouches, on protège et puis on l'enlève. Ça, c'est une solution aussi. Comme ça, on est sûr d'abord qu'il ne repartira pas. Je crois vraiment que c'est le lien avec ce qui s'est passé dans les siècles avant. C'est, ouais, il y a quelqu'un, on ne sait pas quoi, il y a des forces qui l'ont arrêté, qui nous ont protégés. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et des exemples comme ça, il y en a. Sur le fil, entre la mémoire et l'oubli, pourquoi oublie-t-on ? Pourquoi des creux se forment dans la transmission ? Ça laisse des parts manquantes au récit émergé. Car elle dépend des voix, des mains, des rituels. Le corps s'efface, alors le récit vacille. Fixer ce qui est mouvant, écouter de nouveau la mémoire qui chemine encore quelque part. Nous travaillons avec des techniciens, des scientifiques, qui nous parlent notions et termes. Saint-Dino-Géosite, un risque ancré dans le paysage, un lieu qui porte une mémoire naturelle, entre une archive géologique et un symbole émotionnel. Le rocher de la Seria, la chapelle plutôt, avec sa croix, devient témoin aussi, un acteur de la mémoire, un bout de l'histoire collective. Regarder ce qui n'est plus visible pour figer, pour mieux préserver et pour avertir. Reprendre le sens finalement de la cohabitation funambule entre la nature et l'homme, cette alliance faite de négociations permanentes, et redonner un sens, lire cela par le symbole. Ce rocher posé là, avec sa croix, nous dit que ce qu'il reste n'est pas une certitude, c'est un fragment, une vue incomplète. Et si marcher, c'était écouter à nouveau, comme les pèlerins ou les habitants de Grésy-sur-Isère, dans cette procession oubliée jusqu'au rocher, cette chapelle, ce patrimoine. Alors raconter l'histoire, c'est regarder ce qui n'existe presque plus, pour garder les récits, pour se souvenir de l'oubli, pour partager un espace de mémoire qui nous rappelle notre fragilité. Cette vive nécessité de cohabiter avec le risque. Les avalanches à Grésy, c'est désespérément classique. Il y a celle qui passe après l'écomusée, pour laquelle on ferme la piste. C'est une vraie mesure de protection. C'était avant 73, c'était entre 70 et 73, il y a eu une énorme avalanche qui est descendue dans le couloir des Langes. Elle a emporté la conduite d'eau. C'était au mois de mars, on était là devant avec Michael. Il y a une avalanche, tout le cône là-haut, ça avait vidé mais en poudreuse, qui est descendue. L'avalanche de poudreuse s'est écrasée, elle est partie en poussière, là devant, assis. Debout là, on en avait 2 cm dessus. Michael, il est parti voir si la maison était encore là, à côté.
Et on est quand même à 600 mètres de là où on ne se rend pas compte du souffle de ce que ça peut être. Hein. Moi, je me souviens de l'avalanche qui est descendue. Je ne me souviens plus en quelle année c'était, ça. C'est dans les années 60, dans ces eaux-là, 62, 63, je sais plus. Ben, c'est arrivé une avalanche. Elle est arrivée à la route dessous. Et il y en avait 40 mètres de haut. Hein. Ça faisait comme si on avait coupé l'avalanche avec une tronçonneuse, ça faisait un mur. Elle avançait comme ça, mais c'était pas en pente, c'était un mur à l'avant de l'avalanche. Ça passait là-bas, ça passait dans le pré à Potasson, les vignes à Gourjus. Mais là, c'était une avalanche c'est pas de la poudreuse, c'était de l'avalanche dure. Puis liquide au milieu. Ouais, ça avait fait un couloir qui descendait. Alors, très précisément, j'étais dans mon lit en début d'après-midi pour faire la sieste. Et puis tout d'un coup, j'entends un bruit, mais quelque chose qu'on ne s'imagine pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me lève et je vois un truc blanc qui dévalait, etc. Et puis, ça arrivait, ça sautait la conduite d'eau. Non, mais il faut tout le temps se tenir à l'écart. Hein. Non, de cette puissance, je ne m'y attendais pas. Hein. Ça, on le sait, ça c'est l'imprévisible, l'imprévu. Et quand vous voyez un truc comme ça, c'est quand même pas anodin. Hein. Ben, on est né là, nos parents nous ont dit qu'il ne fallait pas aller, c'était dangereux. On est né ici dans le coin, donc les avalanches, on les a tout le temps entendus rouler. Et pourquoi il s'est arrêté là? Il faisait 20 mètres de plus, le hangar, il était avec le reste. Hein. J'ai passé 6 mois à ramasser le bois qu'elle avait traîné en bas. Je ne l'ai pas vu arriver. Si vous continuez la route là-bas, où il y a le virage, c'est là où l'avalanche descend. On voit partir l'avalanche en haut. Je dis à mon fils, tiens, on monte, on va la voir passer. Puis on arrive là-bas, puis on attend 5 minutes, 10 minutes, rien. Alors je dis au gamin, tu ne bouges pas. J'escalade le bout de l'avalanche qu'il y avait déjà. Non, de chien, j'ai juste eu le temps de sortir la tête. L'avalanche, elle était à 1 mètre devant moi. Hein. Je suis vite redescendu. Mais elle n'est pas allée plus loin, c'était le bout. Bah vous dites, bah oui, il y a l'avalanche, puis je suis un con, c'est pas des choses qui se font, puis c'est tout. Est-ce qu'on doit avoir peur de quelque chose qui est arrivé? Il n'y a pas une avalanche, il y a plusieurs avalanches. Est-ce que c'est la neige poudreuse? Est-ce que c'est des plaques? Est-ce que c'est l'avalanche de printemps? À peu près 3 grandes familles. La première, elle va se déclencher par la surcharge de neige, trop d'épaisseur. La poudreuse va dévaler. Les avalanches de plaques, elles se déclenchent. Soit j'ai coupé l'avalanche, et c'est ce que font quasiment tous les randonneurs avec leur ski, on découpe, on fait une ligne de faiblesse et ça part. Soit c'est la surcharge, le simple poids, soit des randonneurs, soit du chamois, soit de la dernière couche de neige qui fait qu'il y a trop de poids et ça part. Et puis l'avalanche de printemps, quand la neige est suffisamment ramollie, qu'elle est suffisamment dégelée, elle a plus cette cohésion que peut avoir une neige tassée. Donc il y a un moment où température fonte fait que voilà, inexorablement ça s'en va. Il y a des pentes minimum pour que les avalanches se déclenchent. On dit globalement, en gros, en dessous de 30 degrés, il n'y a pas de départ spontané d'avalanche. Ça aurait pu changer si elle m'était tombée dessus. Mais c'est un plaisir de pouvoir y voir. Écoutez, chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles, vous avez des milliers de millions de badauds qui se déplacent pour aller voir. Moi, quand c'est passé, si elle m'emmène, je ne vous en parlerai pas. Puis vous ne seriez pas là. Les catastrophes naturelles, c'est devenu un spectacle. Le malheur, c'est devenu un spectacle. Le garde des forêts, Gérard Marcel, à Verin-Sarvet, à monsieur l'inspecteur des forêts, chef du service du reboisement. J'ai l'honneur de vous rendre compte que le dimanche 1er février, dans le courant de l'après-midi, l'avalanche numéro 1, ruisseau de la Buissière, est partie d'une altitude de 1600 mètres et est arrivée à environ 100 mètres des habitations du hameau des Fontaines, commune de Grésy-sur-Isère. Verin-Sarvet, le 10 février 1942, le garde des forêts, Gérard. Avant, on guettait la neige, on levait les yeux vers les pentes. On connaissait la menace réelle de ce silence blanc. On sentait venir l'avalanche dans un souffle, dans un frisson du sol, dans la façon dont les bêtes se taisaient. Le danger a changé de trajectoire. Le froid n'inquiète plus,
c'est la chaleur, le feu qui émerge. Il ne gronde pas. Pour l'instant, il passe par les écrans, par des images rouges, de hautes flammes en direct ou en différé. Le grand spectacle, de loin. On le regarde, on le commente, puis on l'oublie. Comme une chose à voir, mais pas à vivre. Ici, rien ne crie, rien ne brûle encore, et pourtant, cela a déjà commencé. Les forêts changent de peau, les saisons tâtonnent, discrètement, comme invisibles. Il faut s'approcher, prendre le temps, toucher le lichen, et de nouveau écouter les arbres, les rochers. Tendre l'oreille au souffle des branches et au murmure des feuilles. Le paysage soupire. Ce que j'ai vraiment senti, c'est que il fallait protéger le site parce que il habitait là et puis il y avait une vraie menace quand même. Je n'ai pas senti de soucis ni de son côté, ni de... Je mets la pression pour que ça se fasse vite. Ça s'est fait de manière assez fluide. D'ailleurs, la digue elle a été faite 2 ans après. Une année pour constater, une année pour monter le projet et puis la faire. Donc c'était classique, normal, quoi. Comme plein de communes avec qui on a bossé. Attendez, on pourrait faire ça. Puis clac, clac, ça se fait. Puis... point. Allez, le rocher, il est là-dedans. Juste là. Et là, juste en haut là, vous voyez, on voit un petit bout de toit, il y a une cabane. Eh bien, le rocher, il est passé par-dessus la cabane, il a tapé au-dessous, là, et puis il est arrivé là, il s'est planté là. Ah ben, j'ai vu le lendemain qu'il est arrivé là sans permission. Il est parti de là-haut. Et comme la pente vient là, le rocher, il est descendu comme ça, et puis là, dessus, par-dessus. Ah oui, ben, le trou était juste au-dessus de la cabane. Non, mais ça fait des bonds de 20 mètres de haut, ça, hein, avec la pente. Ben moi, j'étais en bas sur la route, que j'ai vu la saignée en haut, où il n'y avait plus d'arbres. Et puis on habitait plus bas, on construisait la maison là, ben on a eu du bois, hein, parce que la maison, le toit était fait, tout, hein. On n'habitait pas encore quand le bloc est arrivé dedans. Vous l'avez vu, le caillou? Ah mais c'est un beau morceau, hein. Dans l'assiette, il y en a assez pour midi, hein. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ce jour-là? Ah bah, que la maison soit debout. Puis après, quand on est allé faire le tour au-dessus, bah, c'est de voir des blocs de tous les côtés. Il y avait 2 blocs qui devaient faire 2-3 tonnes, qui étaient juste dans l'alignement de la maison. Et parce qu'on avait fait des bouts de chemin comme ça, ils ont tapé dessus, ils sont restés plantés. J'ai tout de suite, on va dire, sympathisé, accroché avec Chabot. J'ai mesuré le travail qu'il avait fait dans tout ce truc-là, là, avec son caractère. On va tout faire pour aider ce gars-là à rester là, quoi. Bah non, mais moi j'avais jamais entendu parler de ça. Des chutes de pierre, il y en avait de temps en temps, mais on peut en entendre tomber maintenant. C'est rare les jours où il n'y en a pas, mais bon, c'est quelques petits cailloux. Puis depuis, il n'en est pas retombé, hein. C'est une période où sur un an et demi, il y a eu tous les éboulements à Montailleur, à Grésy, à Frétrive, jusqu'à Chignin. Ça s'est tout passé au même moment. Puis depuis, il y a un pan de la montagne qui peut se coucher. C'est déjà arrivé. C'est des phénomènes naturels et ça peut... Et dans 5 minutes, il peut y avoir une tranchée là sous vos pieds, hein. On est sur une zone sismique, mais non, je plaisante pas. Bah oui, hein. C'est mon mari et mon fils qui l'ont vu le rocher, hein. Moi après ils m'ont dit qu'il y avait le rocher. Je suis allée voir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? C'est un symbole. C'est le symbole, je sais pas, de la période où on a construit la maison. Comme ça, on sait de quand il date. Ouais. Il est là. On s'est toujours dit qu'on avait eu de la chance, il avait pris la bonne voie. Mais il est venu une fois, il est là, il va pas aller plus loin. Puis ça ne m'empêche pas de dormir. On a même mis la chambre du côté où les pierres peuvent arriver, alors. Il y a un bloc qui est tombé, ok. Oh là là, mais il peut y en avoir d'autres. Bon, allez, on fait les protections. Tout le monde la mairie était partante. Donc ça s'est bien embringué. Bien sûr, il était d'accord. Puis la digue, elle s'est faite. Elle a maintenant quasiment 40 ans, bientôt 38 ans. Elle est super boisée, elle a déjà marché. Et puis peut-être qu'un jour, on se réveille et puis que la digue au-dessus de la maison Chabot, elle est pleine, quoi.
Et puis il nous rappelle qu'on est fragile. Que la nature est magnifique, que l'homme que les hommes sont des imbéciles, qu'on la respecte pas, qu'on fait n'importe quoi n'importe où, que de toute manière, tant que l'homme sera l'homme. On apprend aux enfants à lire les traces, à observer les nuages, à sentir le vent, comme des gestes d'attention et d'amour. Il ne s'agit pas de transmettre la peur, mais la conscience. Pas de dire « fuis la nature », mais « écoute la nature, elle a ses règles ». Et comme nous avons tous été enfants, nous avons tous appris. Les mots, l'émotion, le calcul et aussi vivre avec l'autre. Nous sommes tous des voisins, qui découvrent, qui appréhendent, qui s'intéressent. En tout cas, nous devrions peut-être. Nous sommes voisins des autres, de nous-mêmes et aussi de la nature et de ses grondements, voisins du risque, l'à côté, et acteurs dans un terrain de jeu, dans un contexte, un écosystème. Nous ne sommes pas séparés. Le risque ne vient pas de l'extérieur. Il émerge de la relation. C'est parce qu'on construit si près qu'on oublie les rythmes de la montagne, qu'on creuse ou qu'on rase que le danger se réveille. Le vivant est acteur du risque. Les arbres qui retiennent les pentes, les marmottes qui signalent le danger, les humains qui oublient. Être voisin et acteur. Être risquerin. Être risquerin, c'est vivre au bord. Du roc, du vide, de l'écume, de la forêt, du désert, de la submersion. De l'instant, attendre la tempête, habiter la pente, le doute, écouter ce qui ne se dit pas encore. Il y a dans l'air une attente pesante, comme un être qui ne dort que d'un œil. Vous savez, comme dans les films où nous pressentons la scène d'après. Le risque, on ne le voit pas. Il s'infiltre. Il gonfle lentement dans les veines de la terre. Comme un ouragan. Être risquerin. C'est sentir le sol qui parle, la faille qui respire sous les pas. La forêt qui se tait brusquement, les prémices du vent violent. C'est lire les arbres comme des augures, entendre les silences annonciateurs des eaux qui dorment et deviner les mots qu'ils taisent. Vivre la latence. C'est donner des mots aux signes faibles, aux ombres. C'est écrire l'attente, chanter la tension, dessiner le bientôt là. C'est faire sentir, sans montrer tout de suite. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit d'être attentif. À la neige trop blanche. Au ciel trop calme. Au souvenir du vent qui revient. Aux vagues qui chavirent l'éphémère. Au feu qui ne crépite pas encore. Aux rochers qui parlent de leur chute. Dans chaque famille, il y a un gardien. Celui qui se souvient de l'hiver 85 ou de l'été 1902. Du torrent qui a changé de nom, de la maison qu'on n'a jamais reconstruite, des lieux qui ont disparu. Garder la mémoire, c'est honorer la trace de ce qui nous dépasse et faire de l'effondrement non pas une fin, mais une connaissance. Une conscience. Nous ne sommes pas seuls. La nature vit, elle penche, elle pousse, elle rugit. Le vivant aussi est gardien. Les racines, les mousses, les cimes, la houle, les falaises. Et nous, trop souvent sourds au tout petit, au si peu, nous avons oublié d'écouter. Alors transmettre, oui, mais pas la peur. Transmettre le regard. Celui qui voit dans la beauté de la tension, dans l'appel à promesse du fracas, dans la roche, le vent, les forêts et les vagues, un mouvement en sommeil. Ça sent quoi, le risque ? Le bois brûlé. La terre mouillée. Le silence après le cri d'un jet. Il ressemble à une ligne de faille, une brume qui s'élève, un silence anormal. Ça ressemble à rien, à tout. Regarde, là. Quelque chose pourrait changer à tout moment. Être risquerin. C'est faire corps avec l'incertain, souvent prévisible, si l'on s'octroie une pause, si l'on dresse les oreilles vers le lointain. C'est apprendre la latence, à aimer sans posséder. C'est marcher avec la montagne. Rêver la course si dingue des vagues, épouser la forêt de nos pas de passage. Balbutier le sable de nos doigts engourdis, regarder vivre la tempête. C'est arpenter avec les éléments, et savoir qu'un jour, peut-être, ils nous parleront autrement. Nous en avons fini, ou presque. C'est peut-être ou sûrement un départ. Rien n'est jamais vraiment une fin. On a suivi des traces, celles des mémoires, des événements, de la montagne, de la Lavanche, des rues de Grésy, du temps qui s'estompe. Ce que vous avez entendu, vu, traversé, a peut-être déplacé quelque chose à l'intérieur. Un regard, une attention nouvelle. On n'écoute plus un paysage comme avant quand on sait ce qu'il porte. On n'ignore plus un risque quand on a touché sa mémoire. Notre voyage sonore dans les souvenirs s'arrête ici. Mais peut-être que vous n'entendrez plus le silence des rochers de la même façon.